J'ai lancé le truc. Erev Tov Lekoulam. Erev Tov Lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Shemot. Hop là, là, bien. Alors, donc, bienvenue dans notre livre de Shemot. Et donc, tu me demandes c'est quelle page? Eh bien, je vais te dire tout de suite. Attends, mais il y a les gens, ils n'ont pas la page sur le, Non, le mais... film. C'est le Pérec Yud Aleph. Alors, voilà, c'est ça que je cherchais. Perek Yud Aleph. Ouais, t'es sûr? C'est ce que tu veux? Bon, bah si c'est ce que tu dis. Bon. Très bien, je ne vais pas aller contre tes dires. On est au chapitre 12. Déjà 12? Non, non, c'est sûr que non. Non, Yud. On s'est arrêté au chapitre 10. Non, Non. Verset 7. Ah, pardon? Vous avez soif? Non, ça va. Tout va bien. 17, on était arrêté. Non, c'est sûr que non. Non, 11. Ouais, parce que... 11. Oui, c'est ça, vous avez raison. Non, on est au chapitre, on a fait les deux dernières plaies, enfin on a fait les deux avant-dernières, on est à la dernière. Voilà, on est chapitre Yud Aleph, effectivement, et pas paragraphe, verset Chet ou tête. On avait terminé justement sur les chiens qui aboient. On a terminé en disant que Ulechol bnei Israël lo yecheratz kelev leshono lemeish ve'ad behema leman tedun asher yafle Hashem ben Mitzrayim ou ben Israël. Et j'avais posé la question, quel rapport les chiens maintenant? Ok? On est bon? Alors c'est parti. Donc, on annonce ici Makat Bechorot. Il n'y a pas encore eu Makat Bechorot, on n'est que dans l'annonce. Je vais être obligé de le voir alors. Tab. Nounou. Donc on a annoncé Makat Bechorot et il est temps de partir. Ulechol bnei Israël lo yecheratz kelev leshono levish vad behema leman tedun asher yafle Hashem ben Mitzrayim ou ben Israël. Ma ze kashur. Quel rapport le fait que quand on sort d'Égypte, les chiens n'aboient pas? Franchement. Chapitre 11, verset Hey. Non, c'était là j'ai dit le Zaïd, mais maintenant on est passé. Pas Hey, j'ai dit, excuse-moi, Chet, on arrive au Chet maintenant. Autant pour moi. Donc, quel rapport les chiens? Eh bien, les amis, comme très souvent, notre grande difficulté à comprendre le Tanakh en général et la Torah en particulier, c'est que nous vivons dans un univers tant spirituel que historique, extrêmement loin de celui de nos ancêtres et des histoires racontées. Donc il est évident que certains mots ont pour nous un sens qui est celui qu'il a, mais qui à l'époque avait également des connotations beaucoup plus importantes. Par exemple, si je dis aujourd'hui, en 2020, et je montre comme, je donne comme exemple un ordinateur. Un ordinateur aujourd'hui, ça ne veut pas dire pour un homme de 2020 que un outil pour compiler des chiffres et faire des calculs rapides. Ce n'est pas que ça. Alors qu'à la base, un ordinateur, c'est ça. Un ordinateur, c'était à la base pour faire des opérations mathématiques plus rapides que l'être humain. Mais bon, aujourd'hui, en 2020, quand je parle et je dessine un ordinateur, il y a tellement d'autres choses qui me viennent à l'esprit et que je n'ai pas besoin d'expliquer à un mec de 2020. C'est une évidence. Eh bien, il en va de même dans l'inverse, dans le sens inverse dans la Torah. Il y a des mots dans la Torah qui sont bien clairs pour les gens qui vivent à cette époque-là, et pour nous, c'est compliqué. Quand on lit « les chiens n'ont pas aboyé », ok, c'est sympathique. J'ai vu plein d'explications
qui traite de l'aspect de l'être humain qui est supérieur à l'animal, que les chiens d'Afka, ce sont des chutzpanim, puisque Klavim, Azen Nefesh, Loyadou Sova, nous dit le prophète Jérémie, que les chiens sont chutzpanim, ils voient un homme qui a été créé à l'image de Dieu et ils font rouf. T'as pas honte? Tout ça c'est vrai, mais ça ne nous explique pas pourquoi c'est là. C'était pas des divinités à l'époque, là? Attends, j'arrive pas entre les deux. J'ai appris donc que les chiens n'aboient pas quand ils sont au milieu naturel, Oui. c'est-à-dire au milieu sauvage, on va dire. Quand ils sont au milieu domestique, à ce moment-là, il y a une sorte de mimétisme avec l'homme. L'homme parle, le chien aboie. C'est une façon pour lui d'exprimer sa présence et son comportement. Ok. Par contre, il est évident qu'un chien sauvage, état sauvage, ne va pas aboyer. S'il aboie, il ne pourra pas prendre la proie. C'est très important ça. Donc il y a une... Ok. Donc là quoi? Là tu es en train de dire qu'ils sont redevenus sauvages? Oui, le chien sauvage. Non mais là, dans le texte. Non, c'est le chien domestique. Là ils ont pas aboyé. Donc ça veut dire qu'ils sont redevenus sauvages? Il y a peut-être une... Compliqué. Ah bon, oui. Rabbi Hanania Pinto, avant que je vienne ici pour m'installer en Duluth, il a dit que les chiens n'aboieront pas pendant 3 fois. La première fois, c'était quand les Juifs ont reçu la Torah du Sinaï. Aucun animal n'a aboyé, ils se sont tous tus. La deuxième fois, c'est quand les Juifs sont sortis d'Égypte, et il nous dit, je ne sais pas si c'est un canular ou pas, mais la troisième fois que les chiens ils se tireront, c'est quand le Mashiach il sonnera le chauffard. D'abord, j'ai envie de te dire, on verra pour la troisième fois, et je te répondrai également que l'ordre des 2 premières fois, tu les as inversés. C'est d'abord on est sorti d'Égypte et ensuite on a reçu la Torah. Quoi qu'il en soit, C'est pas des divinités. bah évidemment, le chien, le chien, les canidés, le chacal, quand tu te replaces dans l'Égypte antique, c'est pas Stam une divinité, c'est Anubis. Eh oui, monsieur. Si. Anubis. Ah oui, le dieu chien. Mais c'est qui Anubis? C'est le dieu du Olam Haba. C'est-à-dire que c'est le dieu qui fait le passage dans le royaume, dans le monde des morts. Le monde des morts dans l'Égypte antique, ce n'est pas l'enfer de Hadès chez les Grecs, c'est Olam Haba. Donc la perception égyptienne de l'éternité est représentée par le chien. Quand Am Israël sort d'Égypte parce qu'il porte après les 10 plaies, eh bien, le sceau du dévoilement divin, alors les chiens n'ont pas aboyé, parce qu'ils ont trouvé à qui parler. En fait, ils se sont tus face à un dévoilement qui est véritablement l'éternité, et donc ils n'ont pas eu la possibilité d'aboyer. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vayardu kol avadecha elle elai veishtachavu li. לאמור, צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחריכן אצא ואצא מעם פרעה בכורי אף. ויאמר השם אל משה, לא ישמע עליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים. ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק השם את לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל מארצו jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est au point de là où on est dans la lecture. C'est pour ça qu'on fait le récapitulatif. Et donc maintenant, il va y avoir la sortie d'Égypte. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. Ah bon? Ah bon? Jusqu'à présent, à qui il parlait? Et où? Hein? Et où? Comment ça, et où? C'est écrit Beretz Mitzrayim. Oui, mais c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé à qui il parlait. Il parlait qu'à Moshe. Oui, mais là, il parle à Moshe et à Aaron. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Aaron avait un rôle. Il était de servir de bouche à Moshe. C'est-à-dire, moi, je parle à Moshe, et toi, Moshe, tu parles à Aaron, et Aaron, il transmet. Là, on voit que Dieu va parler à partir de maintenant à Moshe vers Aaron. Ma Mouza. Ken, Mouza. On va voir maintenant à partir de ce moment-là tout le temps d'Aberou. On avait déjà vu avant, hein, c'est pas la première fois. Mais c'était assez rare que Aaron participe. Et là, ça va être pratiquement redondant que Aaron est toujours là. Et donc,
Pour ça, je demande, Vechi Aaron Medaber, alors Kvar Nehemar Ata Tedaber. Ela Cholkim Kavod Zelazé. Et chacun disait à l'autre, Mashamata. Moshe, il disait à Aaron, qu'est-ce que toi t'as entendu? Et Aaron disait à Moshe, qu'est-ce que toi t'as entendu? Et Adibour Yotse Mi Ben Shenehem. Il semblerait qu'à partir de maintenant, on a besoin de et la compréhension de Aaron et la compréhension de Moshe pour véritablement avoir le dévoilement divin. Et ça va se retrouver plus tard dans toutes les parachutes du livre de Shemot. Il va y avoir des parachutes qui sont plus Moshe et des parachutes qui sont plus Aaron. Ok? C'est le point de départ. Achodesh azeh lachem rosh chodashim rishon ulachem lechodshei hashana. Ah ben voilà. Voilà la première chose que Dieu va demander au Bnei Israël de changer. La première mitzvah que le peuple juif en tant qu'entité collective, je ne parle pas de la Brit Mila qui a été donnée à Abraham ou le Guid Naché qui a été donné à Yaakov, si tant est qu'il a été donné à Yaakov, mais c'est la première fois que le peuple juif en tant que peuple juif reçoit une mitzvah. Et quelle est cette mitzvah? Changer de calendrier. C'est pas mal. Changer de calendrier, donc ça veut dire qu'ils avaient un autre calendrier en Égypte. Qui commençait quand? Hein? En Tishrei. Non, d'abord en Égypte il n'était pas lunaire, pas forcément, il était plus solaire. Mais quand est-ce qu'il commençait l'année? Il commençait l'année en Tishrei, qu'il n'appelait pas Tishrei en Égypte, évidemment, parce que Tishrei c'est un nom babylonien. Mais ça commençait en septembre, il ne s'appelait pas ça septembre non plus. C'est-à-dire, Lama. D'où je le sais? D'où je sais que les Égyptiens commençaient leur année en Tishri. Ou alors, dans le langage de la Torah, le 7e mois. Puisque là, on va nous dire que Nissan, c'est Rishon ou Lachem, donc Tishri devient le 7e. D'où je le sais? Sefer Melachim, Sefer Melachim, chapitre 8, verset 2. En quoi c'est important de savoir que les Égyptiens... D'abord, c'est important de savoir qu'on a dû changer de calendrier. Oui, et que les Égyptiens avaient tel date. Parce que si tu sais, si on te dit de changer de calendrier, il faut que tu comprennes ce qui n'était pas bien dans l'ancien. Sinon, pourquoi changer? Pour entrer dans une nouvelle dimension de temps. Et pourquoi si leur temps il est bien? Non, mais Hachem, il décide ce qu'il veut. Oui, mais ça c'est trop facile. Non. Hachem il décide ce qu'il veut, donc on Non, ferme le livre et on y lui, va. Il a décidé de nous donner un autre temps. Oui, mais si le temps des Égyptiens il est bon, il n'y a pas de raison de le changer. Il y a plein de choses qu'on ne va pas changer des Égyptiens. Oui, mais il n'y a pas c'est bon ou mauvais, c'est que c'est une autre dimension. Non. Comment ça? S'il y a quelque chose que tu as hérité des Goïms qui est bien, est-ce que tu dois forcément le changer? Non. Mais Bien fait. Tu te rappelles, on a fait une construction. J'ai l'impression que c'était autre chose, c'est qu'on passe dans une autre dimension. Je suis d'accord avec toi qu'on passe dans une autre dimension, mais c'est uniquement parce que la dimension précédente, elle n'était pas bonne. Donc il faut changer. Si elle est bonne, il n'y a pas de raison de changer. Exemple, on a pris plein de choses en Égypte qu'on n'a pas changé. On a pris de l'or. On ne l'a pas changé. On l'a pris, on l'a utilisé pour faire le Mishkan ou le veau d'or. Mais on ne l'a pas échangé pour quelque chose d'autre. L'or de l'Égypte, il est utilisable en tant qu'or de l'Égypte. D'accord? Pareil, quand on est sorti de l'exil d'Europe, on a pris avec nous plein de choses de l'exil de Rome de 2000 ans. On a pris la démocratie, on a pris, je sais pas moi, l'anti-esclavage, on a pris plein de choses qui ont été mises en place dans la civilisation occidentale et qui sont bonnes. Tout n'est pas à jeter. Ok? Donc, le livre de Melachim nous dit que Shlomo HaMelech va faire l'inauguration du Beth Amikdash B'chodesh HaShevi'i. Ok? Seulement là-bas, ils appellent ce mois-là Yerach HaEitanim, le mois des forts, des puissants. Ok? Nous dit Yonatan Ben Uziel dans sa traduction, dans le Targum de Yonatan Ben Uziel. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Yerach HaEitanim? Il dit parce que c'est le mois par lequel les anciens, c'est-à-dire avant la Torah, commençaient l'année. Ok?
Donc, on commençait l'année en Tishrei. Lama Zelotov. Eh bien, parce qu'en Tishrei commence l'automne. C'est-à-dire que c'est une perception du temps qui est fondamentalement pessimiste. Parce que l'automne, c'est le moment où tout commence à dépérir. Hein? Oui, oui. Et c'est finalement terrible de penser que sa vision du temps, donc de la vie, a une courbe décroissante. Comme disait le philosophe français Paul Valéry, les civilisations se savent mortelles. Pourtant, chez nous, le jour, il commence la nuit. Pourtant, le jour, chez nous, il commence la nuit. Ben, c'est la nuit, on va vers le jour. Non, si tu m'avais dit Non? le jour, il commence à partir de Chatzot, Oui? c'est-à-dire à partir de midi, j'aurais dit, ah ouais, ça c'est un problème, parce que ça commence par aller vers la nuit. Là, ça commence dans la nuit pour aller vers la lumière. C'est autre chose. Et ça commence comme ça parce que Vaï Erev Vaï Voker, c'est-à-dire que le néant précède la création. D'accord? Paul Valéry disait les civilisations se savent mortelles. C'est-à-dire qu'on sait qu'au final, Akadosh Baruch Hu veut enseigner ici au peuple d'Israël une vision du monde. Que Netzach Israël lo yishaker velo yishaver, comme disait notre prophète Shmuel, et que donc l'éternité d'Israël ne mentira pas. C'est véritablement un cri de guerre. Donc, on va changer notre perception du temps qui va passer au printemps. Le moment où tout revient à la vie. C'est Oui. bizarre parce que sur le plan de la nature, tout le monde voit bien que c'est le redémarrage. Et C'est évident que l'année commence à se... ah non, mais les Égyptiens aussi savaient que c'était le redémarrage au printemps. Seulement pour eux, c'était pas ça qu'il fallait prendre comme point de départ. C'est une vision de la vie très pessimiste. Et nous, on te demande, sois optimiste. Ok? Le judaïsme a un grand problème, il est optimiste chronique. C'est un peu curieux parce que le mois de septembre, c'est la saison de pluie, et la pluie, c'est une bracha pour le peuple. Bevadaï, c'est une bracha. Bevadaï, c'est une bracha. Et d'ailleurs, je vais te dire mieux que ça. La bracha, justement, elle est encore plus présente quand tu ne vois pas les choses. Donc en fait, toi, tu sais, parce que tu as été enseigné et éduqué à l'enseignement juif, donc tu sais qu'en fait, l'automne, ce n'est pas vrai que ça dépérit. Ça se cache. Ça revient à son origine, en fait, pour faire le plein de force. Ça, c'est le judaïsme qui t'a enseigné ça. Donc, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon ou Lachem Lechodche Hashana. Les Karaïtes ont un grand problème. Comme vous savez, les Karaïtes sont des gens qui ne se fient que à la Torah écrite. Le problème, c'est qu'ils ont énormément d'incohérences internes. Alors oui, c'est vrai qu'ils mettent un habit à quatre coins avec des fils au mur de la synagogue. Ah bah oui. Au mur. Bah oui, au mur. Dans la synagogue des Karaïtes à Jérusalem, il y a un talit accroché au mur. Il y a marqué Uriite Moto. Il faut le voir. Pas obligé qu'il faut le porter. Il faut que ce soit à quelqu'un, puisque c'est Al-Kadfe Bigdechem, donc c'est à quelqu'un, mais il l'a accroché au mur. Bon, ça, c'est pas la halakha, c'est parce que la Torah orale nous a dit, mais c'est pas une contradiction, c'est une interprétation qui est la leur, qui est fausse, mais pourquoi pas. Par contre, ils ont des grands problèmes, parce qu'ils vont faire Kippour. À leur façon, mais ils vont faire Kippour. Et vous savez quand ils vont le faire? Ben, le même jour que nous. Comment ça se fait? Ben, c'est simple. Il y a marqué dans la Torah. C'était moi. C'est marqué dans la Torah qu'il faut le faire le 10e jour du 7e mois. Donc c'est pas étonnant qu'ils fassent ça le 10e jour du 7e mois. Non, non, c'est pas ça qui est étonnant. C'est comment ils savent quand commence le mois. C'est pas marqué dans la Torah. Le début du mois, c'est Rashi qui va nous l'expliquer ici. Le verset nous a dit Achodesh hazeh lachem rosh chodashim, Rishon ou lachem lechodshei hashana. Comment on détermine quand c'est le début de ce premier mois? Quand est-ce qu'on détermine le début du mois Bichlal? Le mois, il est comment? Le mois, c'est la lune. C'est toi qui as dit? Non, le mois, il est quand
comparé à la Lune. Oui, bien sûr. Voilà. Ah oui, hiérarque, tu as raison. C'est la Lune qui sert. de Oui, mais qui t'a dit qu'on allait prendre comme référence la nouvelle lune et pas la pleine lune, de pleine lune en pleine lune? Je suis d'accord avec toi qu'il y a un cycle lunaire, Oui. mais ça peut être de pleine lune en pleine lune. Pourquoi pas? Quand la Lune commence, c'est le début. Et quand elle est pleine, Quand c'est elle est l'i- pleine, c'est l'idéal. c'est le milieu. Non, parce C'est toi qui as dit que qu'après, c'était le milieu. Non, parce qu'après, Elle part dans le décline. point. Oui, mais peut-être que j'ai envie d'avoir moi comme Ça va vision. dans la même pensée Peut-être que dans moi la j'ai envie d'avoir comme vision du monde que en fait, eh bien pour moi, le début, c'est quand c'est plein. Parce que j'ai envie. Pardon? C'est pessimiste. Ah non, mais regarde que c'est pessimiste. Mais je fais ce que je veux. C'est-à-dire que. D'après ce que tu as dit tout à l'heure, que nous, on va vers. Non mais d'accord, mais arrêtez d'être juif 2 secondes. Là, on doit arrêter d'être optimiste et des gens bien. On a dit le mois, c'est en rapport avec le cycle lunaire. J'entends très bien, mais de dire que c'est forcément la nouvelle lune et la nouvelle lune, c'est quand le quartier il est comme ça, et ben que c'est enfin comme ça plus, que c'est la première lune, c'est le début du mois, c'est tout à fait audible et voire même très logique, mais c'est pas obligatoire. Oui, mais c'est connu. Ah ben c'est connu. La nouvelle Lune, c'est quelque chose de connu dans le monde. Et la preuve, c'est que tout le monde ne faisait pas ça à l'époque. Ouais, il y a ceux qui Il y a des cultures qui étaient lunaires, mais qui allaient de pleine lune en pleine lune. Ouais, ça fait partie des. Ah, ça existe. Ouais, des déviations. Ben, déviation, pas déviation, ça existe. Non, je vous dis, il y a un ordre quand même dans. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais je dis juste que le fait que on voit qu'il y a d'autres cultures qui aient pris autrement, et que la Torah ne nous ait pas dit clairement quand est-ce que c'était, alors nous, on n'a pas de problème. La Torah orale, elle nous le dit tout de suite. Mais je dis simplement que nos amis karaïtes ont un problème. Parce que ils ont interprété quelque chose qui n'est pas marqué dans le texte. Enfin, moi, ça me va, hein, ça ne me dérange pas. Par facilité, peut-être. Peut-être, l'homme est chané. Non, mais je termine ma phrase. Je t'en supplie, c'est pour moi. Un peu par facilité, faire en même temps Rosh Chodesh et Birkat Devana. Ouais, pourquoi pas? T'as raison. Je suis d'accord avec toi. Voilà, saute. Mais non, mais Donc, c'est un peu oui. compliqué quand même, parce que dans la suite, le texte va nous dire quand est-ce que doit tomber Pessah, tu vois, et il nous dit le 15 du mois. Ben oui, mais si tu sais pas quand c'est le début du mois. Voilà. Si t'as dit que le début du mois c'était la pleine lune, ben le 15, ça sera la nouvelle lune. C'est ça? Donc là, nous, on n'a pas de problème parce qu'on n'est pas karaïte. Et donc, on a Rashi qui vient et qui nous dit Er'alo, vous avez ceux qui ont Rashi, vous pouvez regarder. Rashi nous dit Er'a levana bechidusha. Ve'amar lo, kshaya reach mitchadesh, yeh lecha rosh chodesh. C'est Rachid. Rashi. Rashi dit, il amène en fait le Midrash, ça ne vient pas de Rashi, il amène le Midrash Shmot Rabbah, qui nous dit que Dieu a montré à Moshe la lune dans son renouveau, et lui a dit, ça sera ça le début du mois. Ok? Ve'en mikra yotze midei pshuto, al chodesh Nisan amar lo, ze yeh rosh leseder minyan hachodashim, שיהיה קרוי שני, סיוון, שלישי וכולי. Regardez le deuxième Rashi, qui dit Hazé. Parce que quand Dieu il lui a montré à Moshe, Nitkasha Moshe, al molad alevana. באיזו שיעור תיראה ותהיה ראויה לקדש. והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע ואמר לו, כזה ראה וקדש. כיצד הראו? הלא לא היה מדבר עמו אלא ביום, שנאמר, ויהי ביום דיבר השם, ביום צוותו, מן היום אשר ציווה השם ועלה, אלא סמוך לשקיעת החמה נאמרה לו פרשה זו, והראהו עם חשיכה. Qu'est-ce qu'il nous dit ici Rashi? C'est assez fondamental pour comprendre pas seulement le verset, mais toute la suite de l'histoire. Moshe, il a eu du mal. Pourquoi il a eu du mal? Ben justement pour tout ce qu'on a dit. Que Moshe, il s'en fiche de quand c'est le nouveau mois. Mais on lui a dit de les Kadesh. Les Kadesh, ça peut être que quand c'est plein. Moshe, il n'a aucun problème avec la notion de Kedusha. Ça, il maîtrise. Mais Moshe,
pour lui, c'est kadosh quand c'est shalem. Quand c'est parfait. Moshe ou Ashlemut. Le Talmud dira dans Baba Batra que Moshe ressemble au soleil alors que Yehoshua ressemble à la lune. C'est-à-dire que Moshe, il est tout le temps entier, il est parfait. Moshe, il a du mal à comprendre qu'on puisse donner de la Kedusha à quelque chose qui est en devenir. Et donc Dieu lui dit, non, 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 c'est comme ça que ça marche. Je veux que tu apprennes que, évidemment, quand c'est Shalem, c'est super Kodesh. D'ailleurs, tu verras que la majorité des fêtes, elles sont le 15, quand c'est Shalem. Mais sache qu'il y a une valeur également, pas seulement à la perfection, mais au perfectionnement. Saman Rashi nous dit, ouais, mais quand est-ce qu'il lui a pu nous montrer la Levana? À chaque fois que Dieu il a parlé à Moshe, c'était la journée. Donc comment il a pu voir la lune? Il a donné des exemples, Rashi. Il a donné 3 exemples. Je te dis, quand Dieu lui a parlé, c'était la journée. On n'a aucun exemple, pour l'instant, de Dieu qui parle à Moshe pendant la nuit. Pourquoi il lui dit vers Allo et Edva? Il lui a montré, il dit, regarde, c'est comme ça. Ah, mais Dieu, il n'a pas de doigt. Mais évidemment, évidemment, voilà, c'est une image, c'est une image. Il lui a montré de sorte qu'il n'ait pas la possibilité de comprendre autrement. Mais C'est un des rares entre le moment d'habitude. où il y a dit et le soir où il va pouvoir voir le début de la lune, Ouais. quelques heures, c'est tout. Alors c'est pour ça que Rachid te dit, il lui a dit, Shkia, juste avant la Shkia. C'est-à-dire que il lui a parlé la journée, mais tu sais, c'est le moment où le soleil est en train de se coucher et tu vois déjà un petit peu la lune. Ça, vous comprenez qu'on s'en fiche de l'astronomie. C'est pas ça qui nous intéresse. Et là, il est en train de nous expliquer déjà à ce moment-là que viendra un temps où Moshe va s'éteindre et Yehoshua va se lever. Puisque Yehoshua, il est la lune et que lui, il est le soleil. Donc il lui a fait comprendre qu'il y a un moment donné où le soleil, ou Shokea, et à ce moment-là, il y a la lune qui monte. Jusqu'au moment où, à la fin de Bamidbar, il va bien clairement lui dire que c'est Yehoshua qui suit, il va avoir plein de rémazim comme ça. Ok? Dans tous les cas, ça y est, à Chodesh Hazeh, Lachem, Rosh Chodashim, Rishon ou Lachem, Lechodshei Hashana. Daberu, donc ça on a déjà dit, je vous ai dit tout à l'heure, Daberu, El Kol Adat Bnei Israël, El Kol Adat Israël les morts. Donc c'est tous les deux, on a dit, on a besoin des deux dimensions. Be'atzor la Chodesh Hazeh, Ve'yikru lahem, Ish c'est le Beit Avot, c'est la Bait. Ah! Et qu'est-ce qu'on va faire? ואם אימה את הבית מיות מזה ולקחו שכנו הקרוב אל ביתו במרצת נפשות איש לפי אוכלו תחוסו על השה שא תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תיקחו והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים. Va falloir prendre un quoi? C'est quoi un C? Un agneau? Un bélier. Bah oui, mais c'est le petit du bélier. Donc comment on appelle le petit du bélier? Un agneau. Bah oui, je sais que tu l'as dit. Mais tu es revenu sur tes dires, j'ai rien dit. Je t'ai pas dit que tu avais tort et tu as changé. Je me suis dit peut-être que... Un agneau, bien sûr. Un agneau, c'est bon. Hein? Alors, c'est quoi un agneau? Quand tu dis c'est en Égypte, c'est l'un des dieux principaux de l'Égypte. Donc, il est évident ici que là, c'est clair. D'ailleurs, ici, ça sera clairement dit d'ailleurs. On va clairement le mettre en valeur que c'est justement les dieux de l'Égypte. Donc, la volonté est claire. On va prendre cela et on va le dominer. On va pas seulement l'ishrototo, on va le mettre au pied du lit, les mishmeret. C'est-à-dire qu'on devient les dominateurs de la spiritualité égyptienne. Alors là, les amis, je ne comprends pas. Comment ça se fait que les Égyptiens, ils n'ont pas dit stop? Je veux dire, tu as quand même les esclaves hébreux. Imaginez-vous aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui. On avait dit que les Égyptiens, ça y est, ils avaient compris. Mais d'accord, mais j'entends bien qu'ils ont compris. Mais c'est comme si tu me disais que, ok, ils ont compris, et tu vas maintenant vandaliser, tu es en plein Vatican, et tu vas vandaliser les églises. Ben, s'ils ont compris que c'est pas la vérité, le Hémet, De là à accepter qu'on porte atteinte à tous leurs symboles, c'est chaud patate quand même. ben non, s'ils ont compris que Alors c'est- qu'ils le fassent eux-mêmes. Hein? Qu'ils le fassent eux-mêmes.
Tu sais pourquoi les Égyptiens, ils n'ont rien fait? Parce qu'ils étaient multiculturels. C'est-à-dire que l'exemple, c'est Erevra. Ils sont sortis en même temps que les Juifs, et le pharaon disait, ce peuple, un jour, va nous dominer. Donc déjà, il y avait un nombre relativement important de Israël qui habitaient en terre égyptienne. Je pense que tu mélanges deux histoires. Mais bon, je fais un petit peu. Oui, j'ai vu que tu faisais ta sauce. Grand bien te fasse de faire une petite soupe, mais ça marche pas. C'est-à-dire que toi, tu fais allusion au début du livre de Shemot, où Pharaon fait allusion au peuple des Béné Israël en disant qu'ils sont plus nombreux que nous. Ça n'a rien à voir avec le Erev Rav. Non. Ok? Rien à voir. Non. Là-bas, il y a marqué clairement Yesh Am Béné Israël. Le nom influence. Non, mais il y avait les Béné Israël en Égypte, c'est évident. Mais les Béné Israël en Égypte n'avaient aucune chance d'influencer la société égyptienne. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves. Pas dans le sens qu'ils travaillaient, machin. Non, ils avaient un statut séparé des autres. Donc, ni l'Égyptien ne pensait pouvoir être touché par l'Hébreu, ni l'Hébreu être touché par l'Égyptien. Tant que tu as un statut différent, eh bien, dans les deux sens, il n'y a pas de risque. Parce qu'on te fait bien comprendre que tu ne fais pas partie de nous. À partir de quand l'assimilation des Juifs de France a vraiment commencé? Après la Révolution. La Révolution et Napoléon encore plus. Tu as raison, Napoléon c'est le coup de grâce. Mais pourquoi pas avant? Mais parce qu'avant, Ils étaient peu nombreux. mais ils n'étaient pas tellement plus nombreux après. Il n'y a pas eu une vague d'Alia en France après la Révolution. Pas du tout. Mais c'est juste qu'avant, c'était clair pour tout le monde qu'ils ne sont pas français. Ils sont juifs. Ce sont des juifs. Ils ne sont pas de chez nous. Donc il n'y a pas de risque d'assimilation. On n'en veut pas. Et eux, peut-être qu'ils voulaient, les juifs, peut-être qu'ils auraient voulu s'assimiler, mais on ne leur a pas laissé. Donc si tu veux, le fait de dire que... Le fait qu'ils étaient multiculturels. Mais qui était multiculturel? Les Égyptiens n'étaient pas multiculturels, c'est les Égyptiens. Quand même, ils envahissaient les peuples autour. Mais, donc c'est très différent. Ils n'étaient pas du tout multiculturels, ils étaient impérialistes. C'est très différent. Parce que lorsque tu es helléniste, que tu es Alexandre le Grand, et que tu vas conquérir plein de territoires, tu ne deviens pas babylonien quand tu as conquis Babylone. Tu imposes aux Babyloniens de devenir grecs. C'est pas pareil. Donc les Égyptiens, bien sûr qu'ils avaient la main mise sur énormément de terres de la région, et ils les égyptianisaient. Mais c'est pas eux qui étaient devenus... Par exemple, la terre de Canaan, Eretz Israël, était sous domination de l'Égypte, sous tutelle de l'Égypte. Mais il est évident que ce n'est pas les Égyptiens qui se sont cananisés. Ce sont les Hébreux, enfin pas que les Hébreux, les Canaanim qui étaient en Canaan, qui étaient influencés par l'Égypte, et pas l'inverse. Donc, les Égyptiens sont Égyptiens. Leur divinité, tu dis, ils ont accepté. J'entends bien, mais quand même. Mais il y a une autre raison toute simple. C'était mai 68 en Égypte. Ils avaient d'autres chats à fouetter. On s'en fiche de ce que font les Juifs. Parce que tous les Égyptiens étaient dans la rue. Tu sais pourquoi? La chienlit. Hein? La chienlit. Ouais. Ils étaient contre Pharaon. Mais pourquoi? Ils avaient peur de quoi? De Makat Bechorot. Ah, ça a filtré sur Internet. Eh oui, il y a quelqu'un qui a fuité et qui a balancé Makat Bechorot, ça va arriver. À ce propos, j'ai pas compris, je me suis posé la question cette semaine. Oui. J'ai pas compris, puisque eux, ils avaient compris, les Égyptiens, pourquoi ils ont été touchés par. Ah, très simple. Pourquoi ils n'ont pas destitué Pharaon? Ben voilà, ils font. Tu dis qu'ils font. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore destitué Pharaon. Donc tant qu'ils ont gardé Pharaon comme étant leur chef, c'est lui qui décide. Et c'est lui qui est le représentant de l'Égypte. C'est-à-dire, il y a fort à penser que s'ils avaient, je sais pas, tué Pharaon, le remplacé, machin, peut-être les choses auraient été différentes. Mais bon, pas refaire le match. Et le problème, c'est que qui a annoncé à Pharaon que la dernière pluie, justement, serait le Makat des... Ça, c'est Moshe qui va lui dire. Je dis que ça a filtré dans le peuple. Et ça, j'ai aucun problème de le croire, que ça a filtré. Je connais les Juifs, hein. Ils ont su par Moshe. Ils ont su, peut-être pas par Moshe, par un cousin qui était là. Tu sais, c'est comme ce qui s'est passé à la création de l'État d'Israël. Vous savez ce qui s'est passé à la création de l'État d'Israël? Vous vous rappelez de l'histoire? J'étais pas né, moi. Hein? Moi, j'étais pas né. T'étais pas né? Incroyable.
La création de l'État d'Israël, on ne sait pas où la faire, la déclaration d'indépendance. On ne peut pas à Jérusalem parce que Jérusalem est sous siège, donc ça sera à Tel Aviv. Mais où le faire à Tel Aviv? Il faut un endroit qui est tenu secret. Finalement, la maison de Meir Dizengoff, qui est devenue le musée d'art moderne de Tel Aviv, enfin moderne, d'art de Tel Aviv, c'est l'endroit qui est choisi. Bon, très bien. Très bien. Mais bon, maintenant qu'on a décidé du lieu, on a un problème. C'est que, bon, on n'a pas vraiment le choix sur la date, ça sera vendredi après-midi, bon d'accord, on va inviter des gens. On va pas faire ça à 10. Donc on invite 350 personnes triées sur le volet. Pourquoi 350 ? Parce que c'est tout ce que peut contenir la salle. Donc très bien. Bon mais attends, on va pas rester debout. Il n'y a pas de chaise, c'est un musée. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Le musée est situé sur la rue Rothschild. Sur la rue Rothschild, il y a des cafés, des restaurants, déjà à l'époque. Donc pas de problème. David Remez, un des aides de camp de Ben Gurion, il rentre dans un café, il vient voir le patron, il dit écoute, j'ai besoin que tu me prêtes, tu me loues 350 chaises pour vendredi 2h, 3h. T'es fou. C'est l'heure de pointe du café, mais ça va pas ou quoi? Écoute, je sais pas si tu me remets, Ben Gurion, tu vois le petit avec les cheveux, c'est mon copain. On a vraiment besoin. Il dit mais non, moi je peux pas. Il me dit bon écoute, je te le dis mais tu le dis à personne. Vendredi à 4h, on déclare l'indépendance. Là-bas, dans le musée, on a besoin de tes chaises. Et il y avait 350 personnes dans le café. Hein? Non, il y avait 350. Non, il avait juste plein de chaises. Alors il dit, on a besoin de tes chaises. Il dit, ah bon, oui, mais surtout, chut. Parce qu'il ne faut pas que les Anglais ils apprennent. Hein. Chut. Bon, attends, tu me connais, chut, bien sûr, attends. Il tient un bistrot, hein, bien sûr. Il a demandé à un patron de bistrot de chute. D'accord. Bon, maintenant, on a les chaises. C'est bien, mais il n'y a pas de sono. Il n'y a pas de micro. Ben Gurion, il ne va pas crier. Pas de problème. En face, dans la rue, il y a un magasin d'électronique. Donc, il va voir le magasin quelques heures plus tard, et il vient voir le patron et il dit, écoute, je ne peux pas te dire pourquoi, mais j'ai besoin que tu me prêtes un micro pour vendredi. Alors, le patron du magasin, il était au café. Le même café. Il dit, ah ouais, tu peux pas m'expliquer pourquoi, hein. Bon, je veux bien te le prêter, mais à une condition, c'est que tu mettes la pub du magasin sur le micro. Elle y est. Dans les photos officielles. Sur le micro, il y a marqué en gros Tzlil, c'est le nom du magasin. Et tu dis à personne. Je dis, attends, tu me connais, bien sûr. On arrive vendredi 4h. Ben Gurion, il ne peut pas arriver, il ne peut pas accéder. Tout le peuple juif, il est dans la rue. On attend la déclaration. Ça veut dire, tout le monde est sur les chaînes de radio, mais personne n'est au courant, hein, bien sûr, c'est un secret. Ils ont porté à bout de bras et ils ont avancé comme ça. Donc tu comprends que, En Malassot, mon ami, tu vas dire aux juifs de garder un secret. Donc à mon avis, j'ai aucun problème de penser que ça a filtré. Donc les Égyptiens, ils sont dans la rue, ils sont en train de dire, mais laissez-les partir, on ne veut pas mourir. Donc on ne s'occupe pas des Hébreux. Et les Hébreux, donc ils vont prendre le C. Maintenant, 2 secondes. C'est quand qu'ils leur ont dit de mettre le nagno? Le 10. Et c'est quand qu'on va le shriter? Le 14, fin d'après-midi. Le 14 après-midi, oui. Le 14, fin d'après-midi. Ok? On va le manger le 15. D'accord. Donc vraiment, on est parti à la va-vite. Hein? On a fait des matzot parce qu'on n'a pas eu le temps de laisser faire le pain. Parce que c'est vrai qu'en 4 jours et demi, tu n'as pas le temps de faire du pain. Ron, ça fait 4 jours et demi qu'ils savent qu'ils vont partir. Alors tu vas me dire, non, il ne leur a pas dit qu'on allait partir. Mon œil, on va voir que dans les versets, il leur a dit. Mais disons qu'il ne leur a pas dit. On leur a fait le coup plusieurs fois. Non. On part pas, non. Non. À aucun moment, Moshe, il leur a dit on part. Là, il va leur dire. Non, on mangeait avec des matzot, pourquoi tu veux Comment ça, on mangeait avec des matzot? que j'ai vu. Moi, je sais pas. Moi, on m'aurait menti. Moi, on m'a dit, depuis que je suis tout petit, que si on doit se taper des matzot à Pessah, alors que on est tous d'accord qu'une bonne baguette française, c'est meilleur qu'une matzah, je pense que là-dessus, il y aura consensus. On m'a toujours appris qu'on se tapait des matzot à Pessah parce que
c'était dans Ça n'a la pas eu le temps de monter. Un peu dans mon- La pâte n'a pas eu le temps de monter. On a dit qu'on changeait de temps. On a dit qu'on changeait le temps. Mais même si on change de temps, Là, on s'en fiche, que le pain il monte ou il monte pas. On est dans une autre dimension de temps. non, on est dans ce monde-là. Attendez, on n'est pas parti dans un autre univers. On est là. On a 4 jours et demi pour préparer la sortie. Tu vas pas me dire que tu n'as pas le temps de faire du pain. Du pain qui monte, mais qui monte, quoi. Maintenant, tu vas me dire, non, mais peut-être qu'ils ne savaient pas vraiment qu'ils vont partir. Mais on va voir dans les versets ensemble, on va le voir. Pas aujourd'hui, mais on va le voir. Que même si tu me dis ça, quand tu as commencé la nuit de Makat Bechorot, là, c'est clair qu'il leur dit qu'il faut manger, habiller, machin, parce que demain matin, on part. Donc, il y a combien de temps entre le début de la nuit et demain matin, on part? Il y a 12 heures. Combien de temps ça met pour faire du pain? Mais complètement, on aurait pu faire du pain. Des chalotes, en veux-tu, en voilà. On va voir qu'on se pose la vraie question de alors pourquoi est-ce qu'on nous a mis de la matzah? C'est-à-dire, je ne vais pas y répondre maintenant, mais vous comprenez la question. Le siman que Moshe il a dit à Paro, c'est on sort à Kechatzot et non pas on sort à Chatzot. Nous, et alors? Il a dit à Kechatzot. Et Pour tromper les nuits. pourquoi tromper l'ennemi? Il n'y a pas besoin de tromper l'ennemi. Si, parce qu'il avait dit à Paro, on Ouais. sort Bitouk à Chatzot, il y aurait une poignée de soldats égyptiens qui se seraient postés. Et donc, toi, dis-moi, que Chatzot, ça peut être 4 heures avant? Entre Chatzot et Attends, Kechatzot, 2 secondes, il y a 2 secondes. 4 heures. Entre quoi? Entre Chatzot et Kechatzot, il y a 4 heures. Quoi? Pourquoi tu me dis ça? Kechatzot, ça veut dire presque Chatzot, enfin, genre Chatzot, aux alentours de Chatzot. Les alentours de Chatzot, c'est quoi? Allez, une demi-heure avant, une demi-heure après. Donc toi, tu vas me dire, il y avait des soldats juste à Chatzot, une demi-heure avant, ils n'étaient pas là, une demi-heure après, ils étaient en pause. Alors, on a expliqué la semaine dernière pourquoi il y a marqué Chatzot. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que ça fait maintenant 4 jours qu'on va se préparer à sortir d'Égypte. D'ailleurs, vous comprenez bien que toute cette histoire dont on n'a pas eu le temps, il faut la repenser. Parce que c'est pas concevable que toutes nos affaires, on a réussi à les prendre, et faire du pain, on n'a pas eu le temps de le faire. Ils sont sortis d'Égypte avec tous leurs biens. Ils avaient tout récupéré. Ça prend plus de temps de faire des valises pour toute la famille que de faire du pain. Mais ils avaient vraiment besoin du pain pour. Qu'est-ce que tu manges? Il y a d'autres choses. Ah non, il n'y a pas d'autre chose. Toi, tu vis en mode 21e siècle avec des boîtes de conserve, avec des trucs sous vide et tout, ça n'existe pas. Non, mais. La nourriture, c'est à pâte. La nourriture, c'est quoi? C'est ce qui sort des céréales que tu as fait en pain et tu vas à la limite remettre de l'huile dessus ou un truc comme ça, c'est ça qu'on mange. Quand tu as le temps de te poser, de faire un repas, machin, mais ça t'as pas le temps quand tu pars. Ça, c'est sûr que tout le monde mange du pain. Regarde, aujourd'hui, tu vois les Arabes qui travaillent dans les champs, ils ont gardé les traditions ancestrales, tu les vois que qu'est-ce qu'ils mangent à 10 heures? Ben, ils sortent les bitotes de la faute avec un minimum, soit du houmous, soit un peu de fromage, et puis c'est tout. C'est la base de l'alimentation. C'est pour ça que dans le judaïsme, dans la halakha, le lechem, il est tellement central. Même si aujourd'hui, on a tendance à sortir du lechem. Mais, en malasot, tu vois très bien, quand tu manges un repas avec du pain, ça te tient au ventre, et quand tu manges que un repas sans pain, ça te tient moins au ventre. C'est une réalité. בקיצור, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים, ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות Si ועל... on nous a dit, il y a une raison quand même. Ben oui, mais j'y suis pas encore dans les versets, donc quand on y sera, on verra. Je t'ai juste ouvert l'idée. Mais évidemment qu'il y a une raison. ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. Donc il faut faire quoi? Il faut mettre le sang où? Et mashkov. Ok. Et sur le haut et sur le bas. Ok. C'est ce qu'on doit faire avec des petits enfants. Là, cette année, Pessar confiné, là, hein, parce que bon, quand je faisais Pessar dans des hôtels, je pouvais pas faire exactement ce que je voulais dans la chambre d'hôtel parce que je n'allais pas leur ruiner leur chambre d'hôtel. Mais là, vu qu'on était confinés à la maison, bah, on a fait ce qu'il faut. 4 jours avant, tous les enfants, ils avaient un C attaché au lit. Bon, j'avoue que c'était pas vraiment un C vivant. C'était des peluches. Mais ils avaient chacun une peluche accrochée au lit pendant 4 jours. Et ils devaient chacun s'en occuper pendant 4 jours.
être sûr que tout va bien. Et puis après, Ils ont pas la... et ben après, quand on arrivait la veille de Pessah, mon fils s'est fait un plaisir de prendre un couteau Il a chrité des et de shriter les peluches. Hein, tout va bien. Et Vous après, avez vérifié le couteau avant? on a vérifié le couteau, machin, tout ce que tu veux. Et après, alors il s'est chauffé pour prendre un marqueur rouge pour mettre. Je lui ai dit non, viens, j'ai prévu autre chose. J'ai mis de la, comment c'est, de la laine comme ça. C'est pas de la laine, mais nous, comme du Temergeffen, comment on dit, coton, merci, du coton rouge qu'on a mis avec du scotch un peu partout, machin. C'était plus facile à récupérer après. Mais c'est chachouv. Maintenant, là, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi ils font ça? Donc on reconnaît en Égypte que ceux qui sont. Ah, Dieu, il a besoin de ça, parce que c'est vrai que Dieu, il ne sait pas ce qu'il y a dans la maison. Non, mais ceux qui ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ne sont pas accrochés. C'est quoi? C'est quoi? Vas-y, c'est Ils ne ça? sont pas accrochés après le. C'est-à-dire que celui qui fait ça, il veut montrer son appartenance au peuple juif. Celui qui ne le fait pas, c'est pas pour Dieu. C'est pour montrer au monde qu'il a décidé de rester en Égypte. De rester un Égyptien. C'est ça? Il ne devait pas être beaucoup. Ah, quoi? Mais a refusé de le faire. Jusqu'à 80%. Bah, 80%. Je Étant sais que tu n'aimes pas. Je sais que tu n'aimes pas. donné la conséquence, Hein? étant donné la conséquence, Mais ils ne la connaissent pas, la conséquence. si, Quoi? C'est ça? la mort des Lephorot, Oui, mais est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils pensent que ça va les toucher? Ils ne savent pas. dans chaque... Non, je pense pas. Pour le moment, il n'y a pas écrit un rapport. Oui, je suis d'accord avec. C'était le seul moyen pour Je suis- empêcher ça. D'après ce qu'on va lire, effectivement, Moshe il dit, pour que pour que la plaie ne s'abatte pas sur vous, il faut faire ça. Maintenant, je me mets dans la tête d'un juif. Tu les connais, les juifs? Tu sais, les mecs qui veulent jamais écouter. Tu les connais, ceux-là? Ils ont vu que 9 plaies, même moi, le juif le plus assimilé, j'ai pas été touché. Je pense qu'il y en a plein qui se sont dit qu'ils vont pas être touchés non plus. Et est-ce qu'il y en a plein qui ont voulu prendre fait et cause pour la vie égyptienne? J'en suis persuadé. Et j'ai même pas besoin de rentrer dans l'explication que tu n'aimes pas de Hamouchim et Chad Michamesh. Je me fie tout simplement à ce que je connais aujourd'hui. Que tant que la galoute est invivable, alors les Juifs se plaignent et rêvent d'un Eldorado meilleur. Mais à partir du moment où l'exil devient non seulement vivable, mais en fait, tu vis à l'endroit le plus extraordinaire du monde, et bien très vite, les Juifs, ils n'ont plus du tout envie de partir. L'Égypte n'étant plus un monde invivable à ce moment-là de l'histoire, puisque ça fait quelque temps déjà qu'on n'est plus esclave, eh bien on commence à rêver à se retrouver en Égypte, de confession israélite peut-être, Voilà, mais c'était en Égypte. des Égyptiens juifs. bien sûr, heureux comme un juif en France. Ou aux États-Unis, hein. Aujourd'hui on connaît ça mieux aux États-Unis. C'est bidouxé. Donc même sans les versets et sans Rachi, c'est quelque chose qui me parle énormément en tant que juif qui essaye de comprendre l'histoire. Je vois qu'à chaque fois qu'on a voulu sortir d'exil, et que juste avant la sortie d'exil, ce dit exil était redevenu sympa, eh ben les gens ils ont préféré y rester. Mais est-ce que c'est une bonne chose de comparer la situation d'aujourd'hui à celle du début? Parce que c'était un commencement pour le peuple juif. C'est pas rien. C'est fondamental. C'est Voilà. pas une bonne chose. C'est C'est quelque chose de fondamental. nouveau pour Tu as eux. tout à fait raison. Et donc, C'était premier, et c'est pour ça que je dois, moi, l'étudier. Parce que Nevoa, chez Utsrecha, les Dorot, Nirteva. C'est-à-dire, tu te rends bien compte qu'il y a plein de Nevoot qui ont été donnés à l'époque de la prophétie, qui n'ont pas été marqués dans le Tanakh. D'ailleurs, on le sait. On a retrouvé des Nevoot pas dans le Tanakh. Par exemple, à Lachish. Lachish, ville dans Shvelat Yehuda, on a retrouvé là-bas les vestiges archéologiques de la ville de Lachish. Lachish est une ville qui a été décimée par Sancheriv en moins 701. Et Sancheriv a détruit complètement la ville. Et on a retrouvé dans les fouilles archéologiques Khalse Lachish, les morceaux d'argile de Lachish. Près de 900 morceaux d'argile qui contenaient des écrits, quoi, ont été retrouvés là-bas. Et parmi les choses qu'on a réussi à déchiffrer,
il y a un rapport du chef de la forteresse de Lachish qui envoie Achizkiyahu Melech Yehuda. Il fait un rapport au roi de la situation du siège de Lachish. Et il dit, nos réserves de nourriture sont en temps et temps, nos réserves d'eau sont temps et temps, le moral des troupes est franchement pas bon, et le prophète a dit qu'il va falloir faire attention à l'armée qui arrive. C'est pas une névoie qui est dans le Tanakh. Mais il y avait des névim partout. Maintenant, une névoie qui sert à un moment X, et c'est tout, on ne le met pas dans le Tanakh. Mais une névoie qui doit servir les générations, elle est dans le Tanakh. Donc, bien sûr, tu as raison que eux, ils n'ont pas de point de référence. Eux, c'est les premiers. Mais ils sont marqués là justement pour que moi, j'en apprenne quelque chose. Et évidemment, lorsque je vais me retrouver dans la même situation qu'eux, eh bien, à moi de ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. Et c'est pour ça que c'est fondamental pour comprendre comment on sort d'exil, d'étudier le livre de Shemot. Et on va voir que dans la sortie du deuxième exil, on a fait pas mal d'erreurs. Et dans notre sortie d'exil, on essaye d'en faire moins. Je ne dis pas qu'on y arrive. Ok? Ok. Ve'achlu et habasar balayla hazeh tzli esh umatzot al merorim yochelu. Il faut manger au barbecue avec des matzot et des merorim. Je ne sais toujours pas pourquoi. Matzot, on a dit, je ne sais pas pourquoi. Parce que là, excusez-moi, mais il n'y a plus de débat. On est le 10. Enfin non, on n'est même pas le 10, on est avant. On est avant le 10. Mais on te dit maintenant que tu devras manger, c'est-à-dire on est 2 semaines avant. Et on te dit que tu devras manger ton korban Pessah avec des matzot. Donc vraiment, tu ne peux pas me la jouer qu'ils n'ont pas eu le temps. Ok, donc vraiment, je fais qu'appuyer pour l'instant. Mais c'est sûr qu'ils ont eu le temps. Et là on te dit, Al tochlu mimenu na ubashel mevushal b'mayim ki im tzeli esh rosho al kira'av ve'al kirbo. On n'a pas le droit de le manger autrement que barbecuté. La malo. Si je préfère le ragoût, c'est très bon un ragoût. Je me fais un bœuf bourguignon, un agneau bourguignon, la malo. Alors peut-être que tu me diras que Dieu, il a kiffé les banquets d'Astérix. Et il a l'image du sanglier qui... Lama. Ça annonce Yom Ha'atzmaut. Ça annonce Yom Ha'atzmaut. Et Chutz Mizeh, c'est sioniste, hein, je te jure. Il est bien, j'aime bien ça. Ah, t'as bien. J'aime bien aussi, mais Ani Rojev, je pense que le mangal de Yom Ha'atzmaut, c'est Keneged Mashu Acher. C'est en rapport avec autre chose qu'on verra dans la paracha de Be'alotecha. Mais ça, c'est une autre histoire. Rabotai, la viande cuite au barbecue a une odeur qui va beaucoup plus loin que celle qui est cuite dans l'eau, dans une sauce ou quoi que ce soit. Quand tu fais cuire quelque chose au barbecue, l'expansion de l'odeur est beaucoup plus importante que lorsque tu le cuis. Le grillé a une hitpashtout. C'est le but. Que l'Égypte entière sente le barbecue. Ça, c'est pour l'Égypte. Pour nous. Vous vous rappelez qu'à Pessah, on a 4 questions, 4 enfants, tout ça. Et vous vous rappelez qu'en fait, dans chaque 4, il y en a un 5e. Ce qui était dans la Neshama de la Mishnah de la semaine dernière, on a parlé de cela. La 5e question du Manishtana, c'est celle-là. Pourquoi est-ce que dans les autres nuits, on mange cuit ou grillé, et cette nuit-là, on mange grillé? On ne le dit pas dans le Manishtana de la Haggadah, mais il est marqué dans le Manishtana de la Mishnah. Si chacune des questions est à mettre en rapport avec chacun des 4 enfants, la 5e question est à mettre en rapport avec le 5e enfant. Le 5e enfant, c'est celui qui n'est pas là. Et donc, tu as besoin pour le ramener d'un bon barbecue. Parce qu'il est loin. Donc, il a besoin d'un truc qui va le faire. Hein? Ça me rappelle quelque chose. Et j'y vais. C'est-à-dire, donc, c'est ça le but du jeu. ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרפו.
וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים נעליכם מרגליכם, ומקלכם בידיכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא השם. Donc, hein? Le Maroc, Attends, 2 secondes, j'y viens en mort. Il nous dit donc de le manger bechipazon. Rapide. Mais pas parce qu'on n'a pas le temps. Ok? On est 2 semaines avant. Donc, c'est pas qu'on n'aura pas le temps de le manger. C'est qu'on doit le manger vite par idéal. La zrizout. Parce qu'on ne peut pas tarder. Quand le processus de la Géoula commence, ça va être la asot maher. C'est ce que disait le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a fait un calcul de quand ça sera la Géoula. Et il a eu raison. Le Gaon de Vilna a calculé que la Géoula serait en 1948. 250 ans avant. Et il a dit que Samour la Géoula, juste avant, Chayavim Leavi 600,000 Yehudim l'Eretz Israël. Parce que s'il n'y a pas 600 000 juifs en Israël à ce moment-là, juste avant, il y aura un drame terrible. Rabbi Hillel Mishklov, qui écrit le Kol HaTor, qui est en fait le compte-rendu des paroles du Gaon de Vilna, écrit là-bas Ve'aya Rabbeinu boche ne'arot shel demaot k'shaya omer zot. Que le Gaon de Vilna pleurait des torrents de larmes lorsqu'il disait ça. Que juste avant la Géoula, s'il n'y a pas 600 000 juifs en Israël, il y aura un drame dans le peuple juif. Bon, nous, on sait ce qui s'est passé. Juste avant 48, il y avait 400 000 juifs en Israël pendant la Shoah. Il y a eu 600 000 pendant la création de l'État d'Israël. En 48, il y avait 600 000. Donc, la notion de chipazon, tu ne peux pas faire les choses léates. Quand ça a commencé, il faut y aller. Chav le Maror, Mazé le Maror. C'est Barour que tu te rappelles de Baïmarero et Trayem. Et Lama, tu pourrais te dire, ouais, mais à ce moment, c'est peut-être pas le moment de le manger. Mangeons-le la veille alors. Mangeons le Maror la veille pour se rappeler d'un moment d'esclavage. Et pendant Pessah, le moment où on sort, pourquoi est-ce que tu veux manger le Maror? Viens, on mange le Maror le 14. À Bedikat Rametz, on mange le Maror. Parce que c'est genre, on est encore en Égypte. Et à Pessah, on ne mange pas le Maror. Bon, moi je te répondrais, mais non, mais tu peux pas. Parce que dans le shawarma, si tu mets pas un peu de salade, ça ne marchera pas. C'est pas bon. Je pense pas que ce soit la raison. pour se souvenir, Une petite question. Attends, une petite question, je suis dans ma question à moi. 2 secondes. Et la pachoute. Si tu manges le maror la veille et la matzah et le korban le lendemain, tu pourrais être tenté de penser, puisque tu sépares les événements, bah, tu pourrais penser à une dualité au niveau de la hanaga du dévoilement d'en haut, en pensant qu'il y a un Dieu qui fait le mal, un Dieu qui fait le bien, et c'est le bien qui a gagné sur le mal. En mangeant séparément le maror et la matzah. En les mangeant ensemble, tu comprends que tout ce qui était terrible avant, c'est gam à Kadosh Baruch. Et en le mangeant avec le korban et la matzah, tu comprends que finalement ça a une part également dans la personne que tu es maintenant et qui sort d'Égypte. Ça veut dire? Une petite question. Oui. on n'est pas, au moment de la sortie d'Égypte, on Oui. n'est pas dans le souvenir. Nachon. Dans l'événementiel. Nachon. Et l'événement, c'est quoi? C'est une fête. Nachon. C'est pour ça que justement eux, J'ouvre le champagne. c'est pour ça que justement eux, on leur dit tu vas ouvrir le champagne, et après tu vas manger ton korban, tu vas te faire plaisir. Mais justement toi, n'oublie pas. Oui, après. Non, au moment où tu sors. Comme en mariage. Comme dans un mariage où tu casses le verre. Nachon. Une petite question. Oui. Tu veux dire par là que s'il y avait eu 600 000 juifs en 38, il n'y aurait pas de choix? C'est toi qui l'as dit. Et non, c'est une prophétie. D'autant plus que c'est sûr qu'en 38, il n'y aurait pas eu la Shoah, puisque la Shoah n'a pas eu lieu en 38. Non, elle a eu lieu en 42, à partir de 42. 40, ça a commencé. J'en sais rien, ce qu'il y aurait eu, ce qu'il n'y aurait pas eu. Je te ramène les paroles du Gaon de Vilna. Petite question. Oui. Petite question. Je t'en supplie. Nous, on mange les grillades de la veille. Au moment quoi? Nous, on mange les grillades de la veille. Bon, Hachem. Et ben quoi? Pourquoi tu manges les grillades la veille? Oui. Parce que tu peux pas les manger le lendemain. C'est la colle. Non, c'est tout. C'est comme on a pris le minac de ne pas manger de la viande grillée Belel à Seder pour pas que ça nous fasse penser au korban et que les Saradim, ils aiment kiffer la vie.
Aujourd'hui, non, nous, on n'a pas le minac des grillades. Non, nous aussi, on ne mange pas la viande grillée. Mais on n'a pas le minac des grillades la veille. Mais je veux dire, comme toi, tu as envie de kiffer ta vie, et qu'on t'a interdit de manger des grillades à Pessah, très bien, bah, la veille, je mangerai des grillades. Chazak Obaroch.